Troisième module, quelle est la stratégie de location que je veux faire? On a vu la règle ultime à ne pas déroger, toujours acheter un actif et pas un passif. Quel bien je dois choisir? Idéalement, un immeuble et maison sans copropriété. Trois, OK, comment je vais les louer? Super. Écoute, quand tu, quand tu fais de l'immobilier, tu as, quatre grandes classes d'immobilier ou catégories d'immobilier. L'achat pour construction, l'achat pour location, l'achat pour revente ou l'achat pour habiter. Si tu veux acheter ta résidence principale, ben, je vous ai donné un petit séminaire dessus ce matin en mode comment acheter sa résidence principale idéalement. L'achat pour location, c'est ce qu'on est en train de faire tout au long de cette journée. Achat pour construction, c'est tout un truc à part. La promotion, on n'en fait pas. Et achat pour revente, c'est le fameux séminaire dont je vous ai parlé de 2 jours où je vous explique tout, où j'organise à partir de l'année prochaine le séminaire immobilier par rapport à ça et que j'utilise l'achat-revente comme un outil d'accumulation d'argent pour acheter des biens toujours à louer. OK? Ça, je l'utilise comme véhicule qui me permet d'accumuler plus pour aller toujours avoir des revenus passifs. Parce que ça, c'est de la plus-value. Ça, c'est des revenus passifs. Ce qui m'intéresse pour l'indépendance financière, c'est les revenus passifs. Si tu veux juste faire des plus-values ou être un peu en sorte de beaucoup d'argent, mais tu es obligé toujours à travailler pour de l'argent, ne focus pas revenus passifs. Focus plus-value ou revenus actifs. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'indépendance financière, donc c'est l'achat pour location qu'on est en train d'étudier. Alors, peu importe, quand vous avez un bien, que ce soit même un bureau ou une habitation, il y a trois types de location. Soit la location classique, un appartement de chambre, vous le louez à une famille avec 2 enfants, ou le même appartement de chambre, vous le louez en colocation à 2 jeunes travailleurs, ou le même appartement de chambre, vous le louez en location courte durée. Et pareil, ça peut être des bureaux, location classique, ou open space, coworking, ou des locations à l'heure, à la journée, au meeting. Donc, on va parcourir un peu les avantages et les inconvénients de chaque location. Classique, colocation, saisonnière. Donc, la location classique, ce qui est bien, c'est que vous louez un appartement, par exemple, 800 euros de chambre. Ben, ce qui est bien, c'est que vous êtes tranquille. Les gens vont rester parfois 9 ans, 10 ans, 11 ans. Vous avez des revenus passifs tranquillement. Le moins bon, c'est 800 euros, c'est pas beaucoup. La rentabilité est faible. Il y a un risque de non-paiement. Les locataires peuvent, pas eux, ils sont gentils, eux, mais quelques locataires peuvent ne pas payer et donc vous risquez d'avoir des gens qui ne payent pas. Et ça, c'est chiant, mais on peut toujours sortir des locataires qui ne payent pas via des huissiers avec le juge de paix. Et il y a un risque de dégradation de biens. Donc, à la sortie des locataires, vous allez peut-être rafraîchir, rénover le bien. Ça, c'est la location classique. Ben, la colocation, elle a encore un peu plus de points positifs. Ben, la rentabilité devient moyenne parce que peut-être j'ai loué chaque chambre à 550, ça fait 1100. Le même appartement qui était loué à 800 ici, maintenant, on a 1100. Ben, la rentabilité devient moyenne. On a toujours le peace of mind, mais sur 6, 12 mois, 18 mois, les gens peuvent changer régulièrement un peu, donc les colocataires. Il y a un risque de non-paiement, mais plus faible qu'une famille. Il y a un risque fort de dégradation de biens. Ce sont souvent des colocataires qui sont là temporairement. Ils ne font pas attention à leurs biens. C'est pour ça, souvent, ce que je conseille, c'est de prendre une femme de ménage pour les communs, pour observer toutes les semaines qu'est-ce qui se passe et sensibiliser les gens et tout ça, et te remonter des choses avant que ça se dégrade. Et souvent, s'ils sont des étudiants, bah, ils font souvent la fête et tout, et les voisins peuvent se plaindre et la copropriété peut se réunir pour arrêter peut-être ce genre de location. Donc ça, c'est les avantages et inconvénients. La location saisonnière ou la location courte durée, elle a beaucoup, beaucoup d'avantages. Le plus grand avantage, c'est la rentabilité est élevée. Peut-être vous allez toucher le même appartement de chambre, 1500 euros par mois. 1500 euros par mois, euh, peut-être après avoir payé la conciergerie, quoi. Donc ça reste quand même la meilleure des rentabilités. Il y a un zéro risque de non-paiement. Les gens payent avant de rentrer dans l'appartement et vous pouvez les sortir à tout moment. Donc, s'ils ne peuvent pas squatter l'appartement, il y a un risque faible de dégradation de biens. Donc, contrairement à ce que les gens croient, ils croient qu'en Airbnb, on va dégrader beaucoup plus le bien. Mais moi, j'ai géré une centaine de biens
les biens à deux chambres, par exemple, c'était très facile à gérer. Et en fait, la plupart des gens, ils étaient à l'extérieur. Ils venaient juste pour prendre leur douche et dormir, quoi. De temps en temps, peut-être utiliser la cuisine, mais ils mangeaient souvent dehors. Donc, le bien ne se dégradait pas. Il était vraiment bien conservé. Donc, il y a un risque faible de dégradation de biens. Par contre, j'ai déjà eu des maisons unifamiliales, des maisons de maîtres où il y a eu 7, 8 chambres. Et bien là, parfois, quand il y a un groupe qui vient, un enterrement de vie de garçon, ou une soirée organisée, ils ne vous le disent pas souvent. Par exemple, le jour de l'an, on a déjà vu des gens qui utilisent ça comme boîte de nuit, quoi. Ils ramènent un DJ, ils font toute une soirée dans la maison de maître. Ben là, il y aura des petites dégradations quand même. Ce que j'aime dans la location courte durée, c'est la flexibilité pour prendre possession du bien. Donc, à tout moment, je peux bloquer des dates pour dire, tiens, il y a ma famille qui vient, ben, je vais les héberger ici, ou j'ai des amis qui viennent, 3 jours, je bloque les dates, je les héberge. Je ne peux pas dire à des colocataires, sortez, il y a ma famille qui vient ce week-end, ou à des locataires classiques, genre, vous ne pouvez pas partir ce week-end, j'ai des amis qui viennent, alors qu'en location courte durée, à tout moment, vous avez un stagiaire peut-être qui vient dans votre entreprise, bah, vous lui bloquez une chambre. Vous avez la flexibilité de tout ça. Maintenant, les points, les inconvénients, c'est que du court terme, vous n'allez pas avoir le peace of mind. C'est-à-dire, surtout si vous gérez seul, vous allez voir à un moment donné, vous allez saturer. C'est toujours les mêmes questions. Les locataires, parfois, ils sont chiants et tu dois être gentil pour avoir ton avis positif. Voilà, donc c'est pas facile et c'était toujours prise. Même si tu as mis une société de conciergerie dessus, bah, souvent ils vont te solliciter. Il y a eu des petites dégradations, est-ce qu'on doit faire les travaux? Ou toi, tu n'as pas ce besoin de contrôle élevé où tu dis, écoute, en dessous de 1000 euros, vous ne m'appelez pas, vous faites vous-même les réparations, vous faites ou 200, 300 euros. S'il faut entretenir la chaudière, vous vous en occupez, je ne veux pas en entendre parler. Donc, en fonction de ton degré de vouloir contrôler ou pas, ça peut aller peace of mind. Et le dernier point qui est vraiment un peu embêtant, c'est la législation lourde. La législation lourde, et surtout post-Covid. euh, non, la législation lourde, ça veut dire il est difficile maintenant que vous obteniez une autorisation pour louer en location courte durée. Il faut avoir de l'autorisation de la commune. Il faut introduire une dizaine de documents pénibles. Euh, et puis la commune, elle peut à un moment donné dire, écoute, même si tu remplis tous les quotas, nous, on trouve qu'il y a beaucoup de logements en courte durée à Bruxelles 1000, par exemple, et on n'arrive plus à trouver du logement pour les habitants de la commune. Donc, on a atteint le quota dans cette commune, niet. Et ils peuvent te refuser l'autorisation. Et l'autre inconvénient, c'est le Covid. Ça veut dire pendant le Covid, quand j'avais la conciergerie, il n'y avait plus de voyages, il n'y avait plus rien. Et donc, tous les gens qui avaient réservé en Airbnb, ils ont annulé dernière minute. OK? Donc, maintenant, la plupart des gens que j'ai géré leurs biens, je leur ai expliqué un peu comment faire. Il y a une étape à suivre pour avoir l'autorisation de la commune. Mais les gens, ils disaient non, on n'a pas envie de faire cette démarche-là. Et moi, je les conseillais de le faire. Mais la plupart, ils disaient non, 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 écoute, s'il y a quelque chose qui arrive, je prends responsabilité, toi, juste gère. Donc, dans mon contrat, j'avais écrit que moi, je ne m'occupe pas de cette partie-là. Je suis plus un prestataire de service. Je vous aide pour la gestion de la location courte durée, remise des clés, conciergerie, ainsi de suite. Donc, si vous créez une conciergerie, faites attention aussi, protégez-vous. Maintenant, sur les 100 personnes que j'ai gérées, il n'y a personne que la commune est venue embêter, à part un gars, mais c'était ses voisins qui ont appelé la commune pour l'embêter, quoi. Parce qu'il faisait beaucoup de Airbnb, et peut-être c'était interdit dans la copropriété, ils ont fait ça. Mais les autres, la commune n'est jamais venue les embêter, surtout si vous n'êtes pas dans une copropriété. Donc, OK, Dani, quelle est la meilleure stratégie? J'ai vu l'avantage des inconvénients. Ben, écoute, je vous dis combinez les trois. Il n'y a pas de meilleure stratégie. Ça dépend où vous êtes. Par exemple, si vous êtes débutant, ce que j'ai remarqué aussi, c'est soit vous combinez les trois, mais ne misez pas tout sur la location courte durée, par exemple. Vous pouvez commencer par des colocations ou commencer par des locations saisonnières, puis ensuite en location classique. En tout cas, de tous les gens qui sont soi-disant coach dans l'immobilier,
Ils ont commencé souvent soit par du Airbnb, soit par faire une colocation au fin fond de la Wallonie. Après, on devient coach. Du coup, tu peux faire comme ça. Idéalement, commence par d'abord accumuler en faisant une location courte durée. Tu fais ce genre de choses et ensuite tu bascules en location classique. Maintenant, perso, moi, je fais que de la location classique et j'aime les bureaux, j'aime en fait les mixtes, les commerces, les entrepôts, les bâtiments, habitations au-dessus. J'aime les immeubles un peu mixtes. J'ai de tout, quoi. Tout type de biens et oui, j'ai commencé à faire au début, il y a quelques années, de la location courte durée. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer mon entreprise de conciergerie et un peu de colocation. Maintenant, ce que je fais, c'est que je donne mes biens, par exemple, aux membres du club qui, eux, sous-louent comme ils veulent en Airbnb ou en colocation et eux, ils font de l'argent. Moi, j'ai le peace of mind. Pourquoi? Parce que je préfère gagner peut-être moins et avoir le peace of mind pour focus sur mes business et racheter des entreprises et faire les baleines tous les ans au lieu de maximiser un seul bien et, et être attaché dessus. Donc, je préfère gagner moins et focus sur accumuler pour refaire la baleine une deuxième fois que passer tout mon temps à faire de la gestion de la colocation ou la gestion de Airbnb. Mais quand vous commencez, vous avez le temps, donc vous devez le faire vous-même. Ensuite, vous déléguez. Ou vous faites les trois. Rien ne vous empêche de faire les trois. OK? Ceci va vous permettre d'accumuler plus vite de cash flow pour le réinvestir.